Macron lui dit « mais tu as déjà fait 2 mandats et le troisième serait inconstitutionnel ». Ce président répond « oui, bon, bah, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci ». Et Macron lui dit « bah, écoute, je suis pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, fais ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu ». Et le troisième homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation et n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces 2 présidents, c'était qui ? Bonsoir à tous. La tension peine à retomber entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans une interview la semaine dernière, le chef d'État burkinabé n'a pas ménagé son homologue ivoirien. À quelques semaines des élections en Côte d'Ivoire, jusqu'où peut mener ce duel à distance entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président ivoirien Alassane Ouattara? C'est le thème de notre débat du jour en compagnie de Jean-Paul Auro. Bonsoir. Bonsoir, Carline. Bonsoir. Bonsoir, Carline. Nobel Navarro, bonsoir. Bonsoir, Carline. Et Jean-Yves Dou en duplex. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Carline. Le président burkinabé, comme je disais, accuse la Côte d'Ivoire d'être la base arrière des ennemis du Burkina, des ennemis qui, selon lui, seraient payés, protégés et bien logés par le gouvernement ivoirien. Quelle lecture faites-vous, messieurs, de cette déclaration du président burkinabé? Jean-Paul Auro. D'emblée, je dirais que bon, il est coutumier de ce type de déclaration à l'encontre du régime d'Abidjan. Excusez-moi. À l'encontre du régime d'Abidjan, cela ne nous surprend pas. Mais depuis leur arrivée au pouvoir, depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir, nous savons que ça n'a jamais été Ibrahim Traoré et le président Alassane Ouattara n'ont jamais été les meilleurs amis du monde. Donc ça ne me surprendra pas, ça ne me surprend pas de tels propos. Cependant, j'imagine que quand on a des responsabilités à un tel niveau, il a certainement des éléments qui le poussent à dire de telles choses. Certainement qu'au cours du débat, je ne vais pas être long parce que je sens que le chat qui est dans ma gorge là, il ne veut pas me lâcher. Je laisse. Ça. Bon, effectivement, c'est pas un secret de polichinelle de savoir entre Ouagadougou et Abidjan, voilà, ce n'est pas le beau fixe. Après, est-ce qu'il y a des éléments qui attestent de cela? Je dirais oui, pour certaines informations, parce que depuis la prise du pouvoir, en fait, en septembre 2022, du capitaine Ibrahim Traoré, pas mal d'autorités militaires, hein, je vais d'abord m'exprimer sur les autorités militaires, sont actuellement à Abidjan. Hein. Il y a eu des pourparlers pour l'extradition de certaines autorités. Je pense à M. Joanny Ouedraogo, le commandant Joanny Ouedraogo, qui est de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Pas mal de personnes aujourd'hui sont introuvables, comme Evra Somda, qui était, je pense, le commandant supérieur de la gendarmerie, et d'autres autorités militaires qui se retrouvent à Abidjan. Lors de sa dernière interview, en ce qui concerne la 3e année, en ce qui concerne même la fête nationale du Burkina Faso, il indiquait qu'il y avait eu des pourparlers pour pouvoir extrader certaines autorités militaires. Abidjan n'a pas répondu favorablement. Donc, pour introduire, je pourrais dire, si on se base en dehors de certaines informations telles que des centres d'entraînement et autres, en ce qui concerne des personnes qui sont gênantes pour le pouvoir de Ouagadougou sur leur localisation à Abidjan, c'est un fait. Abidjan, est-ce qu'Abidjan répond favorablement ou pas? Pour l'instant, il n'y a eu aucune coopération en termes d'extradition, et c'est un fait. Voilà. Des ennemis qui, selon lui, seraient payés, protégés et bien logés, c'est quand même... le fait qu'il soit, le fait qu'il soit en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont bien traités en Côte d'Ivoire. Hein, ils ne sont pas en fait ils ne sont pas en résidence surveillée ni enfermés. Donc dire bien logés, bien traités, ils vivent en tout cas en Côte d'Ivoire. Après, je ne suis pas auprès de ces personnes pour savoir s'ils sont dans une situation meilleure qu'à Ouagadougou. Norbert. Oui, c'est l'existence ou non d'une 5e colonne réfugiée en Côte d'Ivoire et qui pourrait potentiellement être une menace pour le Burkina Faso. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Hein. On avait rappelé le départ précipité de Blaise Compaoré en 2014, réfugié
en Côte d'Ivoire, où il est depuis d'ailleurs. Il est tellement bien réfugié qu'il est même présent sur la liste électorale. Blaise Compaoré va voter le 25 octobre. Oui, bon. Mais donc il n'est pas parti seul, il est parti aussi, il était bien protégé, enfin pas suffisamment bien, la preuve, mais enfin il était très protégé à Ouagadougou, il est parti avec armes, bagages et hommes qui sont là. Moi, j'en sais pas plus, franchement. Je ne sais. J'ai été très impressionné par la déclaration du capitaine Ibé. Il doit en savoir plus que nous. Sinon. C'est pas la première fois qu'il le dit, hein, mais le martèle cette fois-ci avec plus d'autorité. Comme disait le président, peut-être la plus d'informations que nous n'avons pas. Et si ces informations sont avérées, Jean-Yves, c'est quand même assez grave. Hein. Oui, c'est quand même assez grave. Déjà, ce discours-là, bon, cette interview-là intervient dans quel cadre? C'est dans le cadre des 3 ans, comme nous le disait tout à l'heure, septembre 2022, septembre 2025. Donc, ça fait 3 ans. Donc, c'était des 3 années de bilan de cette gouvernance-là. Donc, ne disons pas, en fait, il n'y a pas eu, il est revenu, il y a eu plusieurs points. Il y a eu 5 points, il y a eu 5 rubriques précisément. C'est sur la 5e rubrique, notamment sur la géopolitique régionale et internationale, qu'il a eu une question relative à la Côte d'Ivoire. Donc, il s'est exprimé clairement là-dessus, sans faux fuyant. Et donc, il a dit que la Côte d'Ivoire donne le gîte et le couvert à des déstabilisateurs du Burkina. Et ouais, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il dispose de certaines informations que nous n'avons pas. Notamment le fait qu'ils aient demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'extrader ces personnes. L'État de Côte d'Ivoire a demandé à ce qu'ils suivent une procédure judiciaire, notamment qu'ils émettent des mandats d'arrêt, ce qui a été fait, mais ils n'ont pas eu de retour favorable. Donc là, on a même de se poser la question suivante. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment pour cette décrispation du climat, de ce climat-là où c'est la Côte d'Ivoire qui alimente? Peut-être il y a des informations que nous n'avons pas. Donc, si le capitaine Ibrahima Traoré dit, c'est qu'il a quand même certaines informations à travers peut-être son service de renseignement, à travers qui lui remonte des informations. Donc là, franchement, on attend une prise de parole peut-être de la Côte d'Ivoire, parce qu'à travers le porte-parole, je crois qu'il a balayé cette question du revers de la main en disant qu'il faudrait que le Burkina apporte des preuves. Mais on est bien d'accord que c'est un service de renseignement qui fournit les informations, donc il ne peut pas se permettre de donner les preuves. Sinon, je pense que ces services, ça serait peut-être grillé. Donc voilà, il y a certaines choses qui, pour moi, ne sont pas claires dans cette histoire-là. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire, franchement, dise clairement qu'est-ce qu'on fait. Peut-être, est-ce qu'il continue d'avoir une collaboration entre les deux pays, notamment sur l'aspect sécuritaire, pour essayer de décrisper. Donc, on essaie de discuter, quoi. Mais il est clair que le président burkinabé a clairement dit que les négociations du côté de la Côte d'Ivoire ont été rompues parce que la Côte d'Ivoire fait la sourde oreille, ne veut pas entendre raison, notamment sur cet aspect sécuritaire-là, et ce qui est bien dommage. Ce n'est pas le même discours d'Abidjan. Hein. Du côté d'Abidjan, on considère que c'est plutôt le Burkina Faso qui est insensible aux discussions. Mais on va aller plus loin lorsqu'il accuse aussi le gouvernement d'Abidjan d'avoir collaboré, enfin d'avoir signé un pacte de non-agression avec les terroristes. Enfin. En fait, sur ça, je peux dire que ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans la sous-région, notamment. Regardez, quand le phénomène des terroristes s'est exporté, je crois, de l'Algérie dans le Sahel avec le Mali et tout, au début, c'était ça, mais finalement, ça s'est transformé en fait en crise, je dirais. Ils se sont rendus compte que c'était des responsables maliens et d'autres pays aussi qui étaient souvent à la tête de ces groupes armés-là. Donc, c'était transformé en crise, je veux dire, rébellion, c'était transformé en rébellion politico-militaire. Vous voyez? Donc, je vais dire que ce sont des phénomènes qui existent, où à la tête de ces groupes terroristes-là, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, notamment il y a ceux qui utilisent la raison terroriste, c'est-à-dire qui déstabilisent pour rien, mais il y en a aussi quand même il y en a qui pour eux, en fait, ils sont, je vais dire, motivés par je vais dire par le renversement du pouvoir en place. Donc, quelque part, il y a... Il va clarifier parce que je pense qu'il y a un petit flou qui s'installe. Je parle de signature avec des groupes terroristes. On accuse la Côte d'Ivoire de signer un pacte de non-agression avec des groupes terroristes. Ça ne se fait pas de manière, je sais pas, en fait, c'est pas une coutume. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question ou c'est... Non, moi,
Non, mais je sais, parce qu'il vient de... Peut-être, je pense qu'il ne m'a pas compris. C'est pas, Non, c'est pas les rébellions avec je oui, pouvais te faire non, de la Sawad et tout. je Pour dis que moi, au sein des groupes, au sein des groupes terroristes, là, on a eu, parce qu'il y a Niagale Bagayoko au sein, qui, lors de son, d'une audition comment on appelle ça, à la commission, à la commission des affaires étrangères du Sénat, a eu à faire peut-être un exposé là-dessus, où elle parlait en fait des différentes sources je dirais, des différentes sources du terrorisme. Et elle a en fait, je pense qu'elle a clairement fait peut-être un exposé qui a eu à élucider, je veux dire, ces différentes sources-là. Et donc, elle parlait aussi de l'aspect, je veux dire, que des rébellions politico-militaires. C'est-à-dire, on a des responsables politiques qui, souvent, étaient à la tête de ces différentes, de ces différents groupes-là. Donc, je veux dire par là que si on a eu ça, cela aussi pourrait se transmettre au sein peut-être des pays qui pourraient potentiellement signer des pactes de non-agression. Mais je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que c'est quelque chose qui, par moment, se fait dans le but de ne pas, genre dans le but de déstabiliser des gouvernements. Donc, si ça permet de déstabiliser des gouvernements, ça peut se faire aussi dans le sens inverse pour une signature d'un pacte de non-agression. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait avec la Côte d'Ivoire, mais je dis que c'est un phénomène qui existe dans la sous-région en ce qui concerne le terrorisme. Maintenant, si la Côte d'Ivoire l'a fait ou pas, ça c'est une autre paire de manches. oui. Moi, je souhaite rebondir sur la question du pacte de non-agression, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, hein, dans l'espace francophone, j'aime pas trop le dire, en ce qui concerne des États qui ont eu des pactes de non-agression, il y en a un cas d'école qui est le Burkina Faso, sous la gestion de Blaise Compaoré. Il faut savoir qu'à Ouagadougou, pas mal de groupements ou des personnalités en fait terroristes, d'accord, avaient leur résidence à Ouaga 2000. Ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Roch Kaboré, ancien président du Burkina, l'a dit clairement sur une interview avec la Deutsche Welle, la télé allemande, où il disait comme ça que des terroristes sont venus le voir pour récupérer du matériel et qui a été commandé par l'État burkinabé sous la gestion de Blaise Compaoré. Il a même ironisé en disant allez le voir pour qu'il puisse donc. Il faut savoir que le Burkina Faso, pendant une longue période, des personnalités telles que M. Gilbert Diendéré, qui est l'un des commandants, des cerveaux du régime sécurité présidentielle RSP, étaient à la manœuvre quand il s'agissait, d'accord, de partir récupérer des touristes ou même des coopérants français qui étaient enlevés par ces groupes terroristes-là. C'était un intermédiaire. Je pense aussi à M. Moustapha Chafi. Voilà, Moustapha Chafi, quand le régime de Blaise Compaoré est tombé, leur premier lieu de résidence était Abidjan. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il ne faut pas oublier que Moustapha Chafi aussi a un cousin qui est très puissant, qui est un homme de l'ombre, dont on ne voit pas souvent le visage, qui est M. Ben Mokhtar. Ah ouais. Et Ben Mokhtar, qui est un courtier en armement, a eu à travailler avec le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est mentionné dans Africa Intelligence. Donc c'était aussi un proche du régime, du régime de M. Ouattara. Et tout à l'heure, il parlait de Mme Bagayoko. Je pense que sous certaines interventions aussi télévisées, elle indiquait cela. Donc il y a pas mal en fait de zones de flou, parce que tous ceux qui constituer un petit peu ce pacte de non-agression au niveau de Ouagadougou, sur la chute de Blaise Compaoré, beaucoup ont élu domicile, d'accord, en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ouvertement, qu'il y a un pacte de non-agression? Je dirais non. Mais c'est quand même suspicieux que des personnes qui ont opéré, qui ont œuvré, étant en collaboration avec les IGS en Sardine, toutes ces composantes-là, se sont retrouvées en Côte d'Ivoire, ont vécu en Côte d'Ivoire après la chute, d'accord, du régime Blaise Compaoré. Est-ce que ces personnes sont parties? Parce que même l'ex-ministre, M. Djibril Bassolé, va de temps en temps en Côte d'Ivoire. M. Barry, aussi, qui est un homme fort du pouvoir de M. Ouattara, de M. Blaise Compaoré, on l'a vu dans les tenues du RHDP lors d'un meeting en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est des faits, ce sont des éléments. Ça confirme en fait les propos de base arrière des ennemis voilà, du donc Burkina. moi, c'est plus à ça que faisait référence le président burkinabé. Moi, avec ces éléments-là qui sont avérés, je ne suis pas en train, je prends des éléments, des faits, d'accord, je me dis, il y a potentiellement
On revient sur le point de la coopération. Aujourd'hui, il y a un point de rupture véritable. Est-ce que M. Carlyle, qui est le chef d'État d'un pays voisin dont je préside, M. Carlyle constate qu'il y a des personnes qui sont recherchées, me sollicite, je ne réponds pas favorablement, je ne donne aucune réponse, je suis dans le flou, je suis dans le néant. Qu'est-ce que M. Carlyle dira de moi? Monsieur Nsang, vous êtes quand même, voilà, vous pouvez me faciliter la tâche parce qu'on est tous normalement dans une lutte contre ce phénomène du terrorisme hein, qui ne concerne pas qu'un seul pays, qui concerne la plupart des pays de la sous-région. Au point de flirter avec le terrorisme, enfin, ce sont les mots du président, hein, le pouvoir flirte avec le terrorisme, il ne faut pas se mentir. Croyez-vous que l'armée ivoirienne soit si puissante au point où les terroristes réchignent à l'attaquer? Eh oui. Mais il y a un éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure, un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot drogue. Trafic de non, drogue. moi j'allais en venir. Il n'y a pas que ça, hein, l'orpaillage clandestin aussi, pour quelque chose. Et il y a plein de phénomènes, mais bon, Mais cette question du trafic de drogue, du narcotrafic en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'études ont montré qu'il y a un lien très, 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 très important avec les actions terroristes ou djihadistes depuis la Libye en descendant en Afrique de l'Ouest avec une incursion, pas forcément en Côte d'Ivoire, une incursion au Libéria ou en Sierra Leone où ils ont été longtemps présents. Donc ça, ça a été longtemps démontré. Et comme ils viennent de le dire tantôt, ceux qui à un moment avaient pris langue avec ces organisations terroristes, c'est-à-dire tout le monde le sait, hein, c'est un secret de Polichinelle. Blaise Compaoré l'a même dit, le parrain des groupes terroristes. Donc, Et des trafiquants. Donc, du coup, tout cela sont à Abidjan. Mais cela ne doit pas non plus occulter l'action de lutte de l'État ou du gouvernement ivoirien contre les actions terroristes. On a eu un attentat à Grand Bassam qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. On nous a annoncé un deuxième attentat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je dis ça parce que quand je lisais le livre de Charles Blé Goudé de l'Enfer, je reviendrai, il a marqué là-dedans que pendant ces 14 mois de détention à la DST, il a été le voisin d'un djihadiste qui a été arrêté. Dans cette période, pendant 8 mois, il a été le voisin de ce djihadiste-là. Et ils ont parlé à travers leurs cellules, le mur de leurs cellules mitoyennes. Et ce gars a été très clair. Donc, les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce parce qu'ils sont surveillés ou bien est-ce qu'il y a un accord entre le gouvernement et ces organisations? En tout cas, pour l'instant, il y a certaines choses qui peuvent le laisser penser parce que Blaise et, je dirais, ceux qui ont nourri ou fait vivre ce réseau-là se retrouvent aussi désormais à Abidjan. C'est vrai, la question terroriste n'est pas une question qui est forcément liée à un engagement idéologique. Il y a derrière la question commercial, mercantile. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ignore ça. C'est quelquefois ou très souvent des groupes de bandits qui sont toujours intéressés par l'argent. Donc la question de la drogue, voilà pourquoi aujourd'hui, ça a été l'une des raisons pour que l'État de Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire soit mise sur la liste grise de cette organisation. Interpol. Non, pas Interpol. Du Gafi. Donc vous voyez sur la liste grise, parce qu'il y avait la question liée foncièrement à la question du trafic de drogue. C'est tous ces éléments mis les uns dans les autres aujourd'hui qui laissent imaginer que l'État de Côte d'Ivoire, c'est vrai pour le moment, elle semble être à l'abri des attaques terroristes. Mais est-ce que demain, si les choses changent, cela ne va pas changer? Est-ce que... Je rappelle que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président Ouattara postule encore à un nouveau mandat face à la menace terroriste, qui est l'un de ses défis. Oui, il a dit clairement qu'il est une sorte de rempart aux questions sécuritaires. Bon, moi je me dis c'est un discours de campagne.
Donc, est-ce que cela veut vraiment dire... Bientôt, on les recevra ici et nous donnerons leur recette pour contrer tout ça. Voilà, pour la suite. Mais pour le moment, on sait que 44 000 soldats sont déployés aussi pour... Oui, 44 000 soldats parce que... Pas seulement que pour les élections, parce qu'il y a une menace aussi... il y a une menace n'importe où. Non, mais d'après les renseignements ivoiriens... Non, c'est évident. Dans une situation... Et surtout, on veille un peu au VDP, sur les VDP, sur les forces de défense. Les volontaires de la patrie. De la défense de la patrie. En réalité, Khalil, il faudra on le sait, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis près de 20 ans, les périodes d'élections présidentielles ont été des périodes de tumulte. Et la Côte d'Ivoire a je pourrais dire, les bons voisins. Aujourd'hui, s'il y a la moindre petite déflagration sociale, on peut imaginer que ça peut favoriser la pénétration des adversaires ou des ennemis du régime actuel. Donc c'est dans cette précaution-là sans doute qu'ils ont mis... Ouais, il faut aussi noter que il y a Le Monde qui avait, je crois, il y a quelque temps publié, qui avait fait un papier pour établir en fait le GSIM. En fait, le GSIM essayait le groupement de soutien à l'islam et aux musulmans qui déstabilise le Mali, qui essaie de recruter en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait quelques noms qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire. Du coup, il y a tous ces aspects aussi, mais il y a tous ces éléments qui pourraient potentiellement aussi alimenter cette polémique du pacte de non-agression, dans le sens où on veut se protéger, donc on essaie d'éviter un peu la casse. Voilà. Mais on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que ça a été fait, mais on dit juste que ce sont des éléments qui pourraient potentiellement alimenter cette polémique. Merci. J'aimerais qu'on donne la parole aux Burkinabés pour qu'ils puissent donner aussi leur point de vue sur le sujet. Notre correspondant s'est rendu dans les rues de Ouaga. Je vous propose qu'on l'écoute. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, longtemps marquées par des liens fraternels, traversent aujourd'hui une période de turbulence. Accusations croisées, tensions politiques, une crise diplomatique qui inquiète des deux côtés de la frontière. Au Burkina Faso, ces tensions ne laissent pas indifférents. J'ai envie de dire que l'autorité ivoirienne ne joue pas franc jeu. Voilà, parce qu'ils ne disent pas les vraies réalités au peuple. Or, celui du Burkina qui est révolutionnaire, voilà, dit réellement tout ce qui se passe. Voilà, parce que c'est en révolution, c'est la vérité qui prime. Quel que soit ce que ça va engendrer, il faut dire la vérité. Quand on regarde tout dernièrement sur les 6 éléments qui ont été arrêtés au Burkina ici, pendant que le porte-parole ivoirien dit qu'ils sont en train de faire des négociations, des pourparlers, voilà, entre eux et l'autorité burkinabé. Et voilà que le président dit que jusque-là, il n'y a pas de réaction. Pour beaucoup, ces tensions sont perçues comme un danger pour la stabilité régionale et ils appellent au dialogue. La Côte d'Ivoire aujourd'hui comme une base arrière pour déstabiliser le Burkina, c'est vraiment triste. Et je pense que l'État burkinabé ivoirien doit s'asseoir sur une table de négociation et de diplomatie franche pour mieux s'orienter, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Au-delà de ce qui est en train de se vivre entre nos deux États, je pense que l'idéal est que nos autorités puissent travailler à préserver ce brassage culturel entre les peuples et l'intégration entre les peuples. Malgré la crispation entre Ouagadougou et Abidjan, les populations gardent l'espoir d'un retour à la normale. Car entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les liens humains et historiques restent forts. Merci pour ce sujet signé Aline Aebla depuis Ouagadougou. En fait, on regarde un peu le discours de personnes qu'on est interrogées. On a l'impression que ça reste un duel entre deux personnalités, que les peuples aspirent vraiment à retrouver l'entente. Je rappelle que dans l'histoire de ces deux pays, on a ce qu'on appelle un conseil des ministres ivoiro-burkinabé. Donc, montrer les liens étroits qu'il y a entre... Est-ce que, messieurs, je dirais, le renouveau est possible dans les relations ivoiro-burkinabé, surtout avec ces deux personnalités à la tête de ces États, ou c'est trop optimiste? Je vous vois beaucoup sourire là, donc vous ne croyez pas beaucoup. Non, moi personnellement, ils ont réussi à préserver l'essentiel au niveau des différents régimes, je crois. Ils ont réussi à préserver l'essentiel entre
au niveau du pouvoir d'Abidjan et du pouvoir de Ouaga, c'est vrai que c'est gâté, mais ils ont des relations, je dirais, diplomatiques, correctes, même si ils se... Oh non, polis, l'État de Côte d'Ivoire ne répond pas. Et ça, il faudra, moi j'ai envie de saluer ça. L'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien ne répond pas... Le président Ouattara surtout ne répond pas. Ne répond pas à l'attitude un peu cavalière, à mon sens, d'Ibrahim Traoré. C'est vrai, si le président a des informations de cette nature, qu'il y a des groupes qui sont installés à Abidjan, formés, et nourris, tout ça, pour envisager des actions de déstabilisation du régime, pour moi, à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on ne lâche pas comme ça parce que ça peut susciter beaucoup de choses, ça peut susciter un certain nombre de ressentiments au sein des populations. La Côte d'Ivoire, les populations de Côte d'Ivoire et les populations de Burkina n'ont pas besoin de ça. Je pense qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres... Ils ont conservé l'essentiel. Il y a le trafic humain, le trafic des marchandises, ça continue entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, l'essentiel est conservé, à part que les deux régimes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Alors voilà. Certains analystes considèrent que le capitaine Ibrahim Traoré utilise un peu le président Ouattara comme un bouc émissaire en fait, pour masquer un peu ce qui se passe dans son pays. Quelle est votre réaction sur ce sujet? Alors, il faut comprendre quelque chose qui est très clair. Bon, les camps de formation militaire et autres ont toujours existé auparavant en Côte d'Ivoire, hein, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Avant Alassane Ouattara, il y avait même déjà dans le temps, à l'époque, on a eu l'attaque du 19 septembre 2002. Ça, c'est un fait aussi qu'il ne faut pas oublier. La rébellion qui est venue agresser l'État de Côte d'Ivoire en fait en septembre 2002 était où? Était en formation au Burkina Faso. Hein, voilà, précisément même dans des camps militaires. Je peux citer un camp, le camp de Pau. Voilà, qui n'est pas un camp anodin pour ceux qui connaissent l'histoire du Burkina. Ils ont été formés par des officiers burkinabés. Ils sont venus agresser la Côte d'Ivoire. Ça a même existé aussi pendant la période aussi du Libéria, hein, la frontière libérienne en Côte d'Ivoire, il y avait certaines forces loyales effectivement qui étaient préparées. C'est quelque chose qui a toujours existé, même entre Houphouët-Boigny et Thomas Sankara. Voilà, c'était pas forcément la lune de miel. Aujourd'hui, nous avons deux types de visions. Voilà, deux types de visions. Et puis historiquement, la Côte d'Ivoire a toujours été un poumon, une puissance économique. On a une sorte d'influence entre le pouvoir d'Abidjan et de Ouagadougou. Blaise Compaoré est resté pendant un moment, il avait pendant un moment le leadership. Et après son départ, Alassane Ouattara a voulu récupérer ce leadership. On a eu une relation qui était plus ou moins assez bizarre entre Christian Roch-Makaboré et le régime d'Abidjan. Rappelez-vous des différentes fuites, des écoutes téléphoniques. Vous vous rappelez, il y a eu un accord diplomatique. On a eu M. Damiba qui est revenu. M. Damiba a essayé même de sceller à nouveau la coopération. Il s'est rendu à Abidjan, si je ne me trompe pas. Il s'est rendu à Abidjan, bien reçu par M. Ouattara. On a eu même Blaise Compaoré, accompagné de sa fille et de M. Ali Koulibaly, qui se sont rendus même au Burkina, où on a vu les excuses officielles de Blaise Compaoré au Burkinabé. Et puis on a Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, dans cette même interview, Ibrahim Traoré dit quelque chose de très important. Quand nous sommes arrivés, les premières personnes avec lesquelles nous avons échangé, c'était les autorités ivoiriennes. On a eu un échange avec M. Téné Birahima Ouattara et M. Alassane ministre de la Défense. Voilà, ministre de la Défense et tout. C'est deux styles. Ibrahim Traoré, c'est pas le même sérail que les officiers classiques burkinabés. Pour ceux qui s'intéressent à l'armée burkinabé, Damiba, c'est quelqu'un qui est dans un profil plutôt du printanier militaire, qui est très classique. Ibrahim Traoré n'est pas dans les sérails, hein, formation, je crois, en géographie, et puis il intègre l'armée burkinabé. Il est plutôt dans un style, dans une approche plutôt marxiste, un peu à la Sankara, un peu révolutionnaire. C'est quelque chose qui agace Ouattara. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qui agace Ouattara. Il n'aime pas ce type de profil. Donc, c'est deux styles diamétralement opposés. C'est vrai que beaucoup de personnes, je reviens sur cet élément parce que j'ai fait une erreur en citant M. Joanny Compaoré, j'ai dit Joanny Ouedraogo, non, c'est le commandant Joanny Compaoré et aussi le lieutenant Barry, des personnes qui étaient à l'Agence nationale de renseignement, qui sont très importants dans le dispositif sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le ministre de la Sécurité, j'ai un trou de mémoire. Ivoirien ? Non, burkinabé, qui a mentionné ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire. C'était en avril 2025. Il a mentionné ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas véritablement de coopération en tant que telle de sécurisation et de coopération militaire aujourd'hui entre Abidjan et Ouagadougou.
À l'époque, on avait l'opération Koumoui, c'était des Formations conjointes. Voilà, effectivement, il y avait des patrouilles conjointes sur le lit de la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Tout cela a été suspendu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez que les choses peuvent s'améliorer entre les deux hommes? Pour moi, je ne pense pas. Je vais vous donner 2 éléments et je vais finir par là. Il y a une réalité qui est un fait. Les peuples, en ce qui concerne la sous-région, je vais dire l'Afrique de l'Ouest, les peuples ont toujours échangé, ont toujours coopéré. C'est une autre chose. Ça ne relève pas du politique. Le politique ne peut pas diviser, d'accord, les peuples dans cette zone. Mais il y a un fait aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso fait partie de l'AES. Hein. Ça, c'est un élément aussi qui est super important. Ouais. Et on a eu le cas de M. Alino Faso, où le ministre de la Justice malienne, qui est en gros le ministre de cette confédération de l'AES, a indiqué vouloir des comptes vis-à-vis, d'accord, de ce décès au niveau d'Abidjan. On n'a eu aucun retour. Donc, il y a effectivement des échanges, comme le président disait, entre les populations qui ne vont pas être altérées. Il y a un aspect aussi économique, parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina Faso et le Mali sont de gros investisseurs en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une bouffée d'air pour la Côte d'Ivoire. Mais sur l'aspect géopolitique, sur l'aspect des choix, sur l'aspect de la coopération, sur l'aspect militaire, ce n'est pas le cas. N'oublions pas que 6 gendarmes ivoiriens, depuis le 24 août, sont interpellés, sont au Burkina Faso. Or, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Ouattara, disait que les choses se passaient bien et qu'il y avait des échanges. Or, ce n'était pas le cas dans le fond. Donc, on constate et voilà. Effectivement, ce n'était pas le cas parce que le capitaine Ibrahima Traoré est venu là-dessus. Il a dit il n'y a pas d'échange. Et il est même revenu sur la mort de leurs compatriotes à Abidjan, qui était, qui est un citoyen lambda, Alino Faso. Donc, il est revenu sur cette mort-là pour dire, voilà, on a eu ça. Mais bon, on attend toujours que les autorités ivoiriennes nous contactent pour qu'on puisse échanger. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de contact. Et pour revenir sur la question de s'il peut y avoir s'ils peuvent se reparler, les autorités. Non, moi, pour l'instant, je ne pense pas. Et ça a bien fait aussi de le dire que les premières personnes à avoir appelé le capitaine, c'était le président Ouattara. Et à la suite de ça, il y a son petit frère qui a entrepris 2 visites au Burkina. Et c'est après, je crois que c'est au niveau de la politique, ils ne se sont pas entendus et que les relations ont commencé à se détériorer. Voilà. Et par la suite, moi aujourd'hui, quand je vois qu'on essaie de diaboliser ce régime-là, pourtant avant on essayait d'avoir un contact avec lui, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça reste toujours de la politique. Et il est aussi revenu là-dessus pour dire qu'il n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Il a un problème avec les autorités ivoiriennes, c'est-à-dire le gouvernement en place. Donc, je pense que de 4 millions, il y a plus de 4 millions, je crois, il y a plus de 4 millions, ou je ne sais pas combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ce pays-là soit déstabilisé, d'autant plus qu'ils paieront forcément les conséquences de cette déstabilisation là, au niveau de l'économie et tout. Donc, ils n'ont pas intérêt. Il est même revenu là-dessus. Du coup, je pense qu'on n'a pas de problème. C'est juste les autorités ivoiriennes qui, avec les autorités burkinabées, c'est entre ces 2 autorités que le courant ne passe pas. Bien. Norbert, je vous passe la parole, parce que vous avez des choses à me dire. Non, mais... vous les répondre d'abord et après. Oui, parce que Nsan dit que le capitaine Ibé agace Ouattara. Manifestement, je voudrais mettre un peu d'ambiance sur le plateau, parce qu'on est en train de parler d'un sujet, d'une 5e colonne potentielle, alors qu'on n'a pas de preuves de l'existence de cette 5e colonne. Moi, ça ne me gêne pas, parce qu'un journaliste sait très bien que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, notre discussion se justifie pleinement. Non, moi, je constate que sur ce plateau, Ibé agace également notre confrère Jean-Paul Aureau, qui trouve qu'un président ne devrait pas dire ça. Mais s'il a des preuves, lui, qu'il y a un problème, pourquoi ne doit-il pas le dire, Jean-Paul ? Parce que tout simplement, ça ne correspond pas à mon éducation et à mes repères intellectuels. Je dis, quand on a un certain niveau de responsabilité, il y a ce qu'on appelle la mesure, l'éducation ou l'élégance, pour éviter que ce type de propos
puisse envenimer la situation et créer des ressentiments au sein des populations. Voilà ma préoccupation, voilà ma crainte. Voilà pourquoi je dis un chef d'État qu'on a à ce niveau de responsabilité-là, il y a des choses qu'on ne dit pas de cette façon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'agace. Il ne m'agace pas, c'est son pays, on n'a qu'à diriger comme il veut. Mais aujourd'hui, nous avons des liens. Nous avons des liens que ce soit, qui datent de plusieurs décennies entre les populations burkinabées et les populations ivoiriennes. Il ne serait pas bon aujourd'hui que des ressentiments naissent au sein de ces différentes populations-là et la moindre petite aisselle pourrait suffire pour embraser les choses. Voilà pourquoi je le dis. C'est pas... Et puis, sur la question de AES et autres, là, moi, ma logique est là-dessus. Hein. Pour moi, AES, là, c'est une erreur de vouloir les ostraciser en ne parlant pas avec eux. Pour moi, je l'ai toujours dit quand j'ai l'occasion de le dire. Pour l'AES, c'est une organisation, ils ont fait les choses. OK, on garde les rapports avec eux, ils ont les façons de voir la politique. Nous aussi, mais qu'est-ce qui prouve qu'on ne doit pas continuer à se parler? C'est en continuant à se parler, peut-être qu'on pourrait éviter des situations. Mais entre Abidjan, Ibrahim Traoré, de son côté, il bande les muscles. Et le gouvernement, le régime d'Abidjan, de son côté aussi, regarde Ibrahim Traoré avec tout, je pourrais dire, tous les éléments. Parce qu'aujourd'hui, l'une des zones les plus surveillées de Côte d'Ivoire, c'est la partie septentrionale du pays. Hein, c'est l'une des zones les plus surveillées de ce pays. Tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, moi, je pense qu'il est utile pour l'État de Côte d'Ivoire, pour les autres pays restés dans la CEDEAO, de prendre langue avec ces trois pays de l'AES, discuter avec eux sur les questions liées à l'économie, les questions liées au social, sur les questions liées aux hommes. Parce que c'est aussi cela, ces grands ensembles-là ne doivent pas être des ensembles de dirigeants, mais doivent être des ensembles des peuples. Quand je parle de la CEDEAO doit devenir la CEDEAO des peuples. L'AES, j'imagine qu'elle a une logique d'être une AES des peuples, pour éviter, comme ça on échange, pour éviter que... Mais parce que, je disais à quelqu'un, et vous voyez, le Mali, le Burkina, le Niger fonctionnent un peu comme une digue. En ce qui concerne, je pourrais dire, cette vague, s'il doit y avoir une vague terroriste, cette vague-là, si on n'est pas en de bons termes, en de bons rapports élégants, humains, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde pour être des bons voisins. Si cette digue éclate, ou volontairement il laisse passer, mais c'est sur la Côte d'Ivoire, tout ça là, ça descend. Oui. Donc, franchement... Mais, Président, pour une fois, je suis d'accord avec le Président, parce que cette digue-là, en vrai, le Mali avait constitué cette digue-là entre les terroristes et le Burkina. Et finalement, les Burkinabés ne se sentaient pas concernés par cela et on a vu ce que ça donne aujourd'hui. Donc, si la Côte d'Ivoire aussi se comporte pareillement, ça pourrait potentiellement descendre. Donc, si on se réfère au pacte de non-agression en sécurité, bon, jusqu'à là, dit ça. Sur cette question, Jean-Paul et Jean-Yves disent une vague qui descend. Mais j'ai cru comprendre que ce que craignait IB, c'était plutôt l'inverse, une vague qui montait de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. On ne parle pas de la même chose. Et alors donc, j'ai compris que la solution, c'était de pratiquer la langue de bois. C'est bien ça. Mais s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pratiquer la langue de bois, c'est pratiquer l'élégance. Ah oui. C'est de ça que je parle. En termes galants, ces choses-là sont mises. Je parle d'élégance. Il y a une chose aussi... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire d'élégance, je suis seulement d'accord. Oui. Il y a également une autre donnée, Président, une autre donnée... pour le pacte de non-agression. S'il vous plaît. Une autre donnée qu'on n'a pas posée sur la table depuis le début de notre conversation, c'est la France, l'influence de la France et des militaires français, des sécurocrates. Alors, les sécurocrates français, ça n'est pas la voix de la France, mais ça fait partie.
et des gens qui, effectivement, pensent que Ouattara est un rempart contre toutes ces menaces, qui compte bien également solidifier le rempart l'an prochain avec l'élection présidentielle au Bénin. Bon, moi, ça me surprend toujours parce que je constate que les deux pays sont quand même un peu séparés. Mais on se dit, tiens, voilà. Et puis, il y a un président à l'Élysée qui est toujours là, hein, en principe. À ce stade qu'on enregistre l'émission. Oui, c'est jamais. Bon, on peut y supposer. Imaginons une seule seconde que ce président soit là jusqu'en 2027. Supposons. Allons-y, soyons fous, soyons ivres. Il est polarisé contre Poutine. C'est à se demander s'il ne veut pas qu'on déclenche une guerre contre la Russie. Et donc, les pays de l'AES, ce sont des nouveaux satellites de la Russie. Alors, ces sécurocrates s'activent, se remuent. Et je pense que c'est vrai que c'est un peu délicat, chaque fois qu'on parle entre nous, de rappeler quand même que la France essaye en tout cas de continuer à jouer une certaine influence sur ces pays, mais je suis désolé, c'est le cas. Moi, je suis journaliste, je le dis parce que c'est vrai et je le sais. Et il y a plein d'exemples. On peut en évoquer d'autres si vous voulez. J'aimerais juste... Rapidement, parce que Norbert nous dit quelque chose tout à l'heure. Alors, il y a un élément aussi qui est très important, c'était la présidence de l'UEMOA. Oui, on avait fait une émission sur la petite guéguerre. Voilà, parce que effectivement, qui empêchait effectivement Ibrahim Traoré. Qui était une formalité. Hein, oui, c'est une présidence tournante en fait. C'est une présidence tournante en fait. Donc cette présidence tournante aussi. Degré de détestation. Effectivement, et effectivement, c'est un élément qu'on ne notifie pas. C'est très important. On a eu janvier 2025 déjà avec la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO. Hein. On a eu des pourparlers pour qu'ils s'y maintiennent. Abidjan, n'a pas essayé d'être l'acteur véritable pour que ces pays s'y maintiennent, mais c'est un fait. Et puis, on a eu le chapitre, effectivement, de l'UEMOA. Pour revenir, c'est M. Mohamed Sana, le ministre de la Sécurité burkinabé, je m'en suis souvenu. Je vais dire quoi par là? Par rapport à ce que Norbert vient de dire, qui est très important. On a aussi le report de la crise, en fait, entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu lieu aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'on a eu, par exemple, l'ouverture d'ambassades précipitamment sur l'année 2024, courant 2024, au niveau de la Mauritanie. On a eu la réaction aussi du diplomate, en fait de l'Ukraine suite à une attaque en fait au Mali. N'oubliez pas que le Mali en fait partie de l'AES. Je crois que c'était dans la zone de Tinzaouaten. Oui. Voilà, oui, on a une déclaration. Tinzaouaten. Oui, Tinzaouaten. Bon, moi je dis Tinzaouaten, où on a une déclaration en fait, d'accord, de l'ambassadeur en fait de l'Ukraine à Dakar qui a félicité cette attaque. Il faut comprendre qu'il y a cet aspect géopolitique qu'on sous-estime, qu'on minimise, mais c'est un fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le report de cette crise. Mais M. Ouattara ne s'est pas gêné aussi pour dire qu'il soutenait ouvertement M. Volodymyr Zelensky, déjà au sein de la tribune de l'ONU, je crois qu'il y a 2 ans. Et il a même assisté à une réunion en fait, de l'Union européenne. De l'Union européenne, d'accord. Il était le seul représentant africain de la CEDEAO à cette réunion-là. Vous avez les images en fait sur des chaînes internationales. Donc on est véritablement aujourd'hui dans un aspect aussi géopolitique qu'on sous-estime. Et enfin, il y a un point comme on parle de terrorisme aussi, il ne faut pas oublier aussi le Hezbollah, parce que dans des derniers rapports, quand on parle aussi de terrorisme, on parle aussi d'une présence quand même accrue de certains membres du Hezbollah qui sera en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais c'est pas, pour autant, il n'y a pas un lien entre les sécurocrates français qui sont polarisés sur cette affaire d'influence russe, de supposée influence russe en Afrique, et Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara, c'est pas forcément... je ne suis pas en train de dire que c'est leur rempart coûte que coûte, non, pas du tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, si on peut revenir à l'élection présidentielle ivoirienne, oui, c'est vrai, Carlyle, moi je voulais rappeler un petit souvenir historique. Tous les Français savent que les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Ce qu'on oublie... Alors, ce qu'on voit à l'image, ça n'est pas le débarquement allié en Normandie, c'est le débarquement allié en Provence. On l'a un peu... Juste. Voilà, et ça s'est passé 2 mois après, le 15 août 1944.
Et donc, les Alliés débarquent et parmi les troupes qui prennent position dans le sud de la France, il y a beaucoup d'Africains. On les appelait les tirailleurs sénégalais, même s'ils n'étaient pas tous sénégalais. 75 ans plus tard, le 15 août 2019, la France a commémoré, avec ses alliés de l'époque, a commémoré ce grand événement. Il y a eu une réunion à Fréjus. Le président Macron avait invité le président Sarkozy, qui était là, et puis aussi des présidents africains qui étaient présents, parce que, pour les raisons que je viens de dire, alors bon, discours, clairon, sonnerie aux morts, il y a même eu la patrouille de France qui a survolé. C'était un très gros événement commémoratif et très important. À la fin de la réunion, je crois que Sarkozy est rentré, parce que c'était le 15 août, donc il était en vacances, il était juste venu faire son tour, et puis il est reparti. Et Macron est resté avec ses hôtes, et il a eu une discussion avec deux présidents africains, qui étaient là, présents. Et nous sommes le 15 août 2019, et imaginez la scène. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ce n'est pas du verbatim précis, c'est en substance. 3 hommes, Macron et ses 2 présidents africains. Et Macron s'adresse à l'un des 2 et lui dit, je vais te le dire, lui dit, il paraît que tu veux te représenter à la présidentielle l'an prochain, en 2020. Et ce président confirme. Et Macron lui dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, et le 3e serait inconstitutionnel. Ce président répond, oui, bon, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Et Macron lui dit, écoute, je suis pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, fais ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu. Et le 3e homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation et n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces 2 présidents, c'était qui ? Eh bien, c'était Alpha Condé. Et le président qui a assisté à la scène et qui n'a pas dit un mot ce 15 août 2019 à Fréjus, c'était un certain Alassane Ouattara. D'accord ? Alors, pour rappel, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de l'histoire de la Guinée, mais l'année suivante, coûte que coûte, Alpha Condé s'est présenté. C'était une simple formalité. Il a bien sûr été déclaré vainqueur de l'élection. Et il a entamé un 3e mandat. Et puis 1 an après, il lui est arrivé un petit accident, un interlude, qui fait que depuis, il est en exil et que le pays est dirigé par le général Doumbouya. Alors, voilà, il faut quand même rappeler déjà, c'est historique ça, il faut rappeler quand même que Alpha Condé n'est pas venu d'une autre planète. En 2010, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il fait 18% au premier tour et son adversaire, Cellou Dalein Diallo, fait 42%. À l'époque, à Paris, le ministre des Affaires étrangères, c'était Bernard Kouchner. Et au Conseil des ministres, après le premier tour d'élection guinéenne, le ministre Kouchner prend la parole en Conseil des ministres et puis dit que Alpha Condé a de bonnes chances d'être président le coup suivant. Il se fait interrompre, rembarré par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Avec 18%, comment veux-tu qu'il gagne ? Cellou Dalein Diallo a fait 42%. » Patatras, Sarkozy, dans son style toujours aussi péremptoire et cassant, a cherché à humilier Bernard Kouchner. Et le résultat, c'est que Alpha Condé a gagné l'élection présidentielle et qu'il a fait 2 mandats. Ensuite, quand il a fait un 3e mandat, Macron, parce que c'était plus le même président, les 2 étaient là à Fréjus, le 15 août 2019. Mais là, on avait changé de style. Et Macron a mis en garde Alpha Condé, qui n'a pas voulu écouter, et puis voilà où il en est.
Alors moi, je ne sais pas. Je rappelle quand même qu'en 2020, Alassane Ouattara a dit qu'il ne se représenterait pas. Ensuite, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le candidat officiel du RHDP, Gon Coulibaly, est décédé, qu'il a fallu faire en urgence. Il s'est présenté. La France a mis plusieurs semaines avant de reconnaître que, ok, il était président, Macron lui a écrit, mais là on est en 2025, que va-t-il se passer? Moi j'en sais rien du tout. Un dernier mot, Carlyle, et je te remercie de m'accorder la parole sur ce sujet. Je préfère devancer les objections qui pourraient arriver sur ce plateau pour dire que ce que je viens de vous raconter, qui n'a jamais été révélé, je l'ai réservé à la bande à Carlyle, ne croyez surtout pas que je le sais depuis 2019. Je le sais depuis la semaine dernière. Et ça, c'est très intéressant. Comment se fait-il qu'on m'ait raconté ce genre de choses maintenant? Et que devais-je faire de ça? Devais-je me taire? Devais-je en parler à mon ami Carlyle? J'ai fait mon boulot, moi je suis journaliste, je vous donne les faits. Et ce sont des faits. Merci. Pour précision, sachant qu'aucune nos interlocuteurs ne nous donnent pas des informations en vain. Exactement. Ça, dans le métier que nous faisons, c'est bien de préciser. Merci, merci beaucoup. J'aimerais prendre une minute. Mon intervention n'a rien à voir avec ce que tu viens de nous dire, rassure-toi. Et la paix du cœur, mon cher ami, mon père. Moi, c'est tout à l'heure ce discours de les influences supposées ou avérées de la France ou de la Russie. Ça me gêne un peu. Bah oui. Ça me gêne dans la mesure où très souvent on vole, je dirais, les révolutions des peuples africains. En 1990, on nous a vendu que c'était le discours de la Baule de Mitterrand qui a fait que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains dans l'ensemble sont descendus dans les rues. Pour vous, il n'y a pas d'influence. Je n'ai pas dit cela. Arrêtons de voler les roues. C'est comme si les Africains ne réfléchissaient pas. C'est d'autres qui réfléchissent à leur place pour venir leur dire faites ceci, faites cela. Arrêtons un peu cela. Je vais convoquer une émission parce que... Arrêtons un peu cela. Aujourd'hui, on est en train de nous parler de la Russie. Les Burkinabés sont en train de faire leur révolution. Ils se lient, ils font leur partenariat avec qui ils veulent. Qui ils veulent. Comme ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'il y a une influence russe ou chinoise ou quoi que ce soit. Respectons les choix et les révolutions des peuples africains. Bon, est-ce que je peux avoir une sur ce point-là, en fait? Oui. Parce qu'effectivement, le président, il évoque à chaque moment, en fait. Il y a des révolutions. Le fait que, par exemple, Blaise Compaoré soit parti, il n'y a pas eu de révolution forcément externe ou extérieure. Mais il y a un fait qu'on ne peut pas nier. Est-ce que, par exemple, Maïdan en Ukraine, pour certaines personnes, Maïdan c'est une révolution ukrainienne. Mais quand on regarde derrière, en fait, ces révolutions oranges, moi, je peux vous dire de sources sûres, d'accord, ces révolutions ont été préparées de l'extérieur. Il y a une grosse influence des États-Unis derrière. Alors, il y a des révolutions, que l'on veuille ou pas, qui sont endogènes. Il y a des révolutions qui ont des influences exogènes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est mai 68, voilà, mai 68, c'était en France, mais mai 68 a agi même en Côte d'Ivoire. Et vous poserez la question à M. Laurent Gbagbo, il ne vous dira pas le contraire, qui est un historien. Mais vous dire tout le temps que oui, bon, ça me gêne. Ça, c'est non, ça me gêne sociologique. Je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a un point aussi. Enfin, je pense que c'est aussi un peu naïf de ne pas considérer que, même si c'est péjoratif de dire, mais il y a quand même l'influence étrangère. Non, il y a de l'interconnexion dans le monde. Ça, c'est une réalité. Même le simple fait de lire un livre peut avoir une incidence sur mon état d'esprit. Je suis d'accord, mais en fait, dans les conditions que nous vivons... Que les Africains sont là-bas et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient dire, bon, voilà... Mais ce n'est pas que les Africains. C'est pas que les Africains. Moi, je parle des Africains. Oui, non, mais pour montrer qu'aussi, il y a des influences. Même la France a fait l'objet de tentatives d'influence pendant les élections. Donc, c'est pas des Africains. Oui, mais en Afrique ne vit pas en autarcie. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Bon. C'est ce que j'ai dit. Il peut y avoir des connexions, mais il faudra qu'on arrête de voler les révolutions des peuples africains. On est pris par le temps. C'est la Russie, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est ceci, c'est cela. Non, les Africains sont grands. Ils sont en train de mûrir. Ils sont en train de eux-mêmes voir ce qui est bon pour eux. Quand Thomas Sankara faisait sa révolution, j'espère qu'on va venir me dire que c'était les Russes qui étaient derrière. Bon, non, c'est pas l'idée, mais bon, moi j'ai voulu en tout cas donner la parole à Norbert dans notre échange parce que je considère qu'en tant que journaliste,
aucune information n'est vaine, surtout en fonction de la temporalité. J'aurais quelque chose à ajouter rapidement avant que je rende l'antenne. Non, pas ça. On devait aborder normalement... Oui, on devait parler de la question de Chablé Goudé, mais on y reviendra, le choix de... Mais bon, là, on est pris par le temps. Ou bien c'est pas le président qui t'a menacé de ne pas... Aucune menace de perdre sur ce plateau. Non, mais... mais c'était important qu'on écoute à mon avis, ce que Norbert avait à dire dans ce contexte un peu, on parlait un peu d'ingérence extérieure, donc pour moi c'est bien de savoir un peu, enfin je n'ai pas pu poser la question puisque là on est pris par le temps, quel pourrait être le rôle de la France dans une France aujourd'hui ingouvernable? C'est une question aussi, messieurs, assez intéressante. Ah, alors là, j'ai quelque chose encore à dire sur le sujet. Sous le regard du président. Regard. Très panafricaniste. Allez-y, Norbert. Je donne la parole à Romain après. C'est une bonne nouvelle. C'est une question fondamentale. Je pense que lorsque le pouvoir est faible à Paris, à l'Élysée, et on ne peut plus le cas au moment où nous enregistrons, ce lundi après-midi. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire de la Ve République, avec un gouvernement qui a battu tous les records, un gouvernement de 14 heures, il faut le faire. Moi, je connaissais le bouillon de 11 heures. Donc, lorsque le pouvoir est faible à Paris, le pouvoir des militaires français sur les questions africaines se renforce. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre. Pour illustrer ce que je viens de dire, je rappellerai un mot inouï cité par un ancien ministre des Affaires étrangères français, un certain Michel Barnier, qui a été Premier ministre aussi. Et aujourd'hui député. Hein. Michel Barnier a témoigné lors du procès du bombardement de Bouaké devant la cour d'assises à Paris. Et évidemment, on lui a posé les questions. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères et sa défense consistait à dire qu'il y était pour rien, que ça lui était passé par-dessus la tête. En clair, lors de ces événements dramatiques, la grande cassure, la grande déchirure entre la France et la Côte d'Ivoire, il était responsable en tant que ministre des Affaires étrangères, mais en réalité, il a pris part à aucune de ce qui s'est passé sur le terrain. Effectivement, ça se passait directement entre le président de la République, Jacques Chirac, chef des armées, et le général Poncet, qui était le patron de la force Licorne à Abidjan. Et Dieu sait si ça a été dramatique. Eh bien, Barnier, qui a souffert de cette affaire, parce qu'il a été incriminé par la justice française, on a demandé son renvoi ainsi que celui de Michel Lemarry, qui était ministre de la Défense, et Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, devant la Cour de justice de la République. Bon, et donc Barnier disait, indigné, moi j'y étais pour rien, donc je suis allé voir Chirac, je lui ai demandé ce que c'était cette histoire, et Chirac a répondu, c'est Barnier qui dit ça devant la cour d'assises, tu sais, ces histoires-là, c'est les militaires qui s'en occupent. Sous serment. Donc en ce moment, je crois qu'on est dans cette situation. Voilà. Oui. Oui. Et moi, j'aimerais revenir sur un dernier truc. Aujourd'hui, on assiste à tout ce qui se passe en France. J'aimerais vivement que l'opposition ivoirienne s'en inspire. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'être président pour pouvoir gouverner. Si aujourd'hui, vous voyez que Ouattara est à la présidence, essayez de prendre l'Assemblée nationale, donc à travers les législatives. Ce sont des stratégies auxquelles il faudrait penser par moment. Il ne faudrait pas toujours se bloquer sur ces trucs. C'est vrai que c'est peut-être utopique, mais bon, on peut quand même essayer. En tout cas, on prend note de l'appel du 6 octobre, monsieur. Je ne peux plus vous donner la parole. En quelques secondes. Quelques secondes. Non, juste pour rebondir rapidement, si M. Charles Goudé inspire en tout cas la CEI d'organiser des votes aussi rapides et aussi efficaces. Un amour assez particulier pour le patron du COJEP. Non, j'ai été vraiment bluffé parce que c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci. Sur ce plateau. Merci. Qui a une obsession anti-Charles. Après, lorsqu'un de mes chroniqueurs repris sur la page d'un leader et surtout pour parler de manière
très ironique, bon, ça pose des questions. Je ne dirais pas de nom. On accueille Romain Clicquot de Bec, notre directeur de programme, parce que la bande à Cali fête c'est 1 an aujourd'hui. Vous avez vu le nouveau décor là. Ah oui. Ah oui, mais Donc il va nous faire un petit point rapidement en 1 minute là. C'est lui qui est l'homme derrière tout ce qu'on réalise. C'était aussi celui qui a eu cette idée originale avec moi. Donc on va essayer de faire un petit point et puis rendre l'antenne. Il n'y a pas de gâteau, mais bon. Les circonstances ne nous permettent pas de célébrer. Dans lesquelles circonstances? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Donc on accueille sur ce plateau le directeur de production, Romain Clicquot de Bec. Bonsoir Romain. Bonsoir Carlyle. 1 an après le lancement de la bande à Khalil, aujourd'hui, où en sommes-nous au niveau des chiffres, de l'évolution? Vous qui êtes l'homme derrière la caméra, derrière les ordis, et bon, un peu partout. Un peu partout. Mon nom apparaît 3, 4, 5 fois sur le générique. Écoutez, comment résumer cette émission? On peut dire que c'est un peu la locomotive de Global Africa depuis la relance en fait, de Télé Sud il y a presque 2 ans, bientôt 2 ans maintenant. Pour donner une idée, sur YouTube, qui est un peu aussi notre repère en termes d'évolution, sur les 365 derniers jours, la chaîne dans son ensemble a accumulé 20 millions de vues, à peu près. Hein. Il faut savoir qu'entre décembre 2017, début de la chaîne YouTube, jusqu'en décembre 2023, on comptait en cumuler à peu près 4 millions de vues, pour vous donner une idée. Donc 5 fois plus en 1 an et demi par rapport aux 6 premières années de la chaîne YouTube. Et la BAC, la bande à Carlyle, c'est un peu la locomotive parce qu'on doit être à peu près à une dizaine de millions de vues cumulées pour la BAC, qui en fait a entraîné un dynamisme qui a affecté toutes les autres émissions de la chaîne. Voilà. Merci Romain, merci beaucoup pour ce que vous faites pour cette émission. Merci. Vous avez été avec moi l'un des concepteurs. Merci de... Le binôme, c'est... Oui. Je suis un peu votre Catherine Barma. Voilà. Ouais, pas faux. Merci pour... J'ai quand même un petit scoop sur la Côte d'Ivoire, parce que moi aussi, j'ai mes infos. Donnez vos infos, ça tombe bien. Oui. Bon, elle est bidon, mais c'est une info. Moi, je peux vous dire, cher Norbert, que Ouattara fait campagne en France. Au Racing Club de Strasbourg, l'équipe de foot. Il y a un joueur ivoirien qui s'appelle Abdou Ouattara. Ah, d'accord. Attendez, qui porte comme numéro de maillot numéro 42. 4-2. 4e République, 2e mandat. Je m'arrête là. Faites ce que vous voulez avec cette information. Tout le bonheur des présidents. Tout le bonheur des présidents. Si ça, c'est pas une information, RFI va ça, c'était ce Global Africa Télé Sud. Même Norbert le fait. Merci beaucoup, Robert. Merci à Jemima, à Dalini, à tous ceux qui sont succédés, à toute l'équipe de la bande, à tous les chroniqueurs de tous les pays. Du Mali, du Burkina, de l'AES, de Congo, des 2 Congos, des pays que j'adore énormément. Voilà, ce sont des pays où on cartonne en audience, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je peux dire, pas joyeux anniversaire à nous. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de champagne. La République française ici est un peu frappée. Donc, le Cognu a démissionné, la France à poil. Bonne soirée. Ah, mais dis donc, pour une fin d'émission.